Et c'était il y a 42 ans, jour pour jour, le 8 décembre 1978. Disparaissait une grande dame de la scène politique israélienne. Elle s'appelait Golda Meir et c'était une des fondatrices de l'État d'Israël. Par la suite ministre du Travail, puis Premier ministre, David Ben Gurion disait même d'elle qu'elle était le seul homme de son gouvernement, tant sa détermination était grande, détermination à créer, à développer une nation à la fois sioniste et socialiste à l'époque. Et son mandat à la tête du gouvernement israélien est aussi marqué par la guerre de Kippour. Bien sûr, on va en parler, guerre aux lourdes conséquences politiques. C'est l'occasion donc de rendre hommage à cette grande dame de l'histoire, un parcours hors norme que vous nous contez ce matin, Laurence Kahn. Et oui, Golda Meir, née Golda Mabovitch le 3 mai 1898 à Kiev. Alors partie de l'Empire russe, est la 7e d'une famille de 8 enfants. Elle grandit dans la tradition juive, bien que sa famille ne soit pas pratiquante. En 1903, son père immigre dans le Wisconsin aux États-Unis pour fuir les pogroms. Golda le rejoint en 1906 avec sa mère et ses frères et sœurs. En 1917, elle épouse Maurice Meyerson. Golda Meir, Golda à l'époque, commence aussi rapidement sa vie militante, notamment en s'engageant auprès du groupe sioniste travailliste. Elle participa également au Congrès juif américain, c'était en 1918. Et puis 2 ans après, en 1921, Golda Meir effectue son alia dans ce que l'on appelait encore la Palestine mandataire en compagnie de son époux et de sa sœur Shaina. Ils deviennent alors tous membres du kibboutz de Meravaï, c'est dans la vallée de Jezreel, qui est située aujourd'hui au nord d'Israël. Golda est rapidement choisie par son kibboutz pour en être la représentante auprès du syndicat de la Histadrout, l'embryon du futur parti travailliste. Son mari ne supportant pas la vie au kibboutz, la famille déménage. C'est en 1924, ils déménagent à Tel Aviv, puis à Jérusalem. Ils auront alors 2 enfants, Menachem et Sarah. En 1928, Golda Meir choisit de retourner seule avec ses enfants à Tel Aviv, où elle occupe le poste de secrétaire générale du Conseil ouvrier féminin de la Histadrout. Avant de devenir membre de son comité exécutif, c'est en 1934. Elle est très impliquée dans la politique, Golda. 6 ans plus tard, en 1940, Golda Meir est nommée chef du département politique donc de la Histadrout, ce qui l'emmène à lutter entre autres contre le livre blanc britannique, l'Angleterre qui ambitionnait à l'époque de limiter l'immigration juive sur la Terre Sainte. Golda Meir participe alors largement à l'organisation de l'immigration juive illégale vers la Palestine mandataire. En 1946, elle échappe à la vague d'arrestations lancée par les autorités mandataires britanniques à l'égard des leaders du mouvement sioniste de Palestine et prend la tête de l'organisation. Elle joue alors un rôle de négociateur entre les autorités britanniques et les groupes sionistes. Le 14 mai 1948, Golda Meir est membre du Conseil d'État provisoire d'Israël et fait à ce titre partie des signataires de la déclaration d'indépendance du tout nouvel État. Et oui, une des fondatrices de l'État d'Israël, Golda Meir reçoit peu après l'un des premiers passeports israéliens et puis elle part aux États-Unis. L'objectif, participer à une large campagne de collecte de fonds. 2 ans plus tard, à son retour en Israël, Golda Meir est nommée ambassadrice d'Israël en Union soviétique. Elle est ensuite élue à la Knesset au Parlement en 1949 sous les couleurs du Parti travailliste. Absolument, Ilana, et c'est à partir de ce moment-là que démarre vraiment sa carrière politique. Suite à son élection à la Knesset, Golda Meir est nommée ministre du Travail dans le gouvernement de David Ben Gurion, qui lui demande de changer son nom de Meyerson en Meir, afin de l'hébraïser. Elle occupe ce poste jusqu'en 1956, date à laquelle elle est nommée ministre des Affaires étrangères. Elle initie à ce titre une politique de coopération avec les États africains nouvellement indépendants, notamment à travers différents programmes de coopération, toujours en cours aujourd'hui. Et puis, dans le même temps, Golda Meir travaille à développer les relations bilatérales avec les États-Unis ainsi qu'avec certains pays d'Amérique du Sud. Fatiguée et malade, Golda Meir décide toutefois de quitter ses fonctions au gouvernement. Nous sommes alors en 1966. Elle est ensuite rappelée quelques mois plus tard pour reprendre la tête du parti de gauche et occupe ses fonctions jusqu'en 1968. Et là, Laurence, Golda Meir entreprend de créer une coalition nommée Alignement et qui rassemble 3 des différentes mouvances travaillistes de l'époque. Et oui, son mandat est marqué par le cessez-le-feu qu'elle accepte sur le canal de Suez. Concernant les modalités d'un règlement de la crise israélo-arabe, Golda Meir se range toutefois
parfois derrière les positions les plus dures de son gouvernement, notamment avec les ministres Moshe Dayan et Israël Galili. Elle rejette en 1971 la proposition de paix du président égyptien Sadat en échange de la restitution des territoires dits occupés. Sur la question palestinienne, Golda Meir affiche des positions tout aussi radicales. Lorsque j'ai fait mon alia, le peuple palestinien, ça n'existait pas, disait-elle. Durant son mandat à la tête du gouvernement, Golda Meir incarne donc une figure forte et inflexible dans laquelle les Israéliens se retrouvent et ont entièrement confiance. Une confiance qui bascule toutefois le 6 octobre 1973 lorsque les armées égyptiennes et syriennes lancent une attaque simultanée dans le Sinaï et sur le plateau du Golan. C'est ce qui a déclenché évidemment la guerre de Kippour. Et oui, cette attaque cause 2 traumatismes majeurs dans la classe politique israélienne. Non seulement les services secrets israéliens n'ont pas été en mesure de prévenir de l'imminence de l'attaque, mais c'est aussi la première fois de ce conflit que les armées arabes progressent rapidement et avec un net avantage sur les Israéliens, notamment en franchissant la ligne Bar-Lev. Moshe Dayan, alors ministre de la Défense, dresse alors à Golda Meir un tableau apocalyptique de la situation, évoquant même la possible fin d'Israël. L'armée israélienne finit toutefois par reprendre l'avantage militaire sur les armées arabes, mais les premiers jours de ce conflit remettent en cause toute la théorie de la sécurité israélienne, provoquant ainsi une réelle crise politique. Et oui, les conséquences politiques de la guerre de Kippour sont très importantes. Beaucoup de critiques notamment se concentrent sur le gouvernement et donc sa première ministre. Oui, Golda Meir est notamment accusée de ne pas avoir déclenché d'attaque préventive, comme cela avait été le cas lors de la guerre des 6 jours de 1967 face à l'imminence de l'attaque arabe. L'argument du gouvernement en ce sens, qui est par la suite confirmé par Henry Kissinger, est qu'Israël ne pouvait bénéficier de l'appui américain décisif s'il attaquait le premier. Ainsi, une fois la guerre terminée et la victoire israélienne assurée, l'inquiétude de la population se retourne donc contre le gouvernement. Le 2 avril 1974, la commission Agranat, chargée d'enquêter sur les failles des services de défense et de renseignement israéliens face à la guerre de Kippour, rend son premier rapport intermédiaire au gouvernement. Et ce rapport accuse directement les renseignements et militaires israéliens, ce qui provoque un véritable tollé médiatique et politique. Oui, et une vague de licenciements s'ensuit parmi les hauts fonctionnaires, notamment le chef d'état-major de l'époque, David Elazar. Bien que le rapport n'ait pas accusé directement la première ministre, les débats publics qui suivent mettent son gouvernement en cause. Face à quoi Golda Meir décide de rendre sa démission. Elle annonce sa décision à la Knesset. On est alors le 11 novembre 1974 et elle est alors remplacée par Yitzhak Rabin. Après sa démission, Golda Meir annonce son retrait définitif de la vie politique et elle commence alors la rédaction de ses mémoires qu'elle publie en 1975. Cet ouvrage intitulé My Life continue à lui forger l'image de ce qui est désormais l'un de ses surnoms, la grand-mère d'Israël. À ce moment, Golda se sait aussi souffrante d'une leucémie, mais son état de santé n'est pas rendu public avant sa mort. En 1977, elle se déplace malgré tout à la Knesset à l'occasion de la première visite du président égyptien Sadat à Jérusalem. Le 8 décembre 1978, Golda Meir, alors âgée de 80 ans, décède à Jérusalem. Elle est inhumée à l'occasion de funérailles nationales dans le carré des grands de la nation, le cimetière national d'Israël sur le mont Herzl. Et oui, My Life, excellente autobiographie de Golda Meir que j'ai lue d'ailleurs dans ma jeunesse, Laurence, et que je conseille vraiment. Il y a vraiment beaucoup d'anecdotes dans cette autobiographie. C'est extraordinaire, vraiment. Voilà, malgré les conditions controversées dans lesquelles elle a quitté le pouvoir, Golda Meir reste dans la mémoire collective israélienne comme étant l'un des personnages fondateurs de l'État juif. Elle représente aux côtés de certains autres dirigeants l'accomplissement à la fois du rêve sioniste et aussi du rêve socialiste. Et pour Golda Meir, être juif, c'est avoir une foi absolue en sa religion, en sa patrie, en sa nation, et quelles que soient les difficultés, croire que d'une façon ou d'une autre, nous en verrons la fin. Merci Laurence Kahn pour cet hommage à Golda Meir.